L'émigration bretonne vers Paris ne date pas d'hier. Dès la fin du Moyen Âge, des Bretons s'installent dans la capitale et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils viennent de toutes les classes sociales. Certains, comme Auguste le Breton, étaient des lettrés proches du pouvoir royal. Mais la majorité d'entre eux exerçaient des métiers bien moins prestigieux. Et la plupart des Bretons étaient allègrement moqués sans que personne ne trouve à y redire. Dès le XVIIIe siècle, les Bretons à Paris traînaient une réputation peu flatteuse. On les décrivait comme grossiers, malpropres, incapables d'aligner trois mots de français. Ils formaient une communauté soudée mais marginalisée. Leur image était si dévalorisée que des farces et des poèmes satiriques les représentaient comme bons uniquement à nettoyer les rues, mais aussi et surtout les fausses d'aisance. Plusieurs textes affirment qu'ils aimaient ça et revendiquaient eux-mêmes le privilège de curer les latrines parisiennes, comme s'ils étaient naturellement prédestinés à ça. Pire encore, ils étaient parfois comparés à des intouchables, exclus du reste de la société, et certains laissaient entendre qu'ils vivaient dans une forme de consanguinité. Tous ces préjugés les dévalorisaient évidemment. Mais les Bretons ne se limitaient pas à Paris dans leurs déplacements. Ils s'installaient également dans le sud-ouest, le Périgord, l'Anjou, à Bordeaux, La Rochelle, Marseille, Toulon, mais aussi en Espagne, en Belgique, en Italie et au-delà de l'Atlantique, à New York, au Québec ou encore à Haïti. Pourtant, malgré les humiliations dont je viens de parler, les Bretons continuaient d'affluer vers Paris, portés par l'espoir d'une vie meilleure. Et on peut noter que cette migration sera en très grande partie féminine. La Bretagne, terre de tradition marquée par la pauvreté, a vu au XIXe siècle et au XXe siècle l'émigration bretonne vers Paris prendre une toute autre ampleur. Confrontés à la misère et au manque de travail, des milliers de Bretons ont dû quitter leur terre natale pour tenter leur chance ailleurs. Paris, alors en pleine expansion industrielle, représentait la promesse d'une destinée autre que celle de ses ancêtres. Mais l'aventure n'était pas sans obstacles. De l'exode à l'intégration, en passant par les épreuves et les réussites, nous allons voir comment ces Bretons ont bâti leur propre histoire dans la capitale, tout en essayant de surmonter leur déracinement et en tentant de maintenir la transmission et les traditions culturelles. Au XIXe et au XXe siècle, la Bretagne est un territoire profondément rural. La majorité de la population vit dans des villages où l'agriculture est l'activité principale. Cependant, les exploitations sont souvent de petite taille et peu rentables. Le mode de vie est traditionnel, encadré par des coutumes anciennes, par la religion catholique et aussi par l'usage des deux langues de Bretagne. L'organisation sociale repose sur une hiérarchie stricte avec une forte dépendance des petits paysans vis-à-vis des propriétaires terriens et des notables locaux. Le travail se transmet de génération en génération et les opportunités de changement et d'ascension sociale sont quasiment nulles. Et puis, la guerre 14-18 change pas mal la donne. La Bretagne est alors très peu industrialisée et les hommes partis au front ne sont pas rappelés dans les usines comme ailleurs en France pour construire des armes. Ils restent donc en première ligne et dans les tranchées, ce qui explique le très grand nombre de Bretons morts pendant ce conflit. Les hommes à leur retour disent à leurs garçons qu'il ne faut plus être paysans si jamais un autre conflit éclate. Et donc, il y a une très forte accélération du départ vers les villes pendant l'entre-deux-guerres. Et la pauvreté en Bretagne au XIXe siècle résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la très forte natalité bretonne comparée au reste de la France. Ah bah oui, faire des bébés c'est bien, mais alors il y a trop de bouches à nourrir et pas assez de terre. Ce qui entraîne donc un exode rural causé aussi par une mécanisation agricole lente, ce qui pousse les jeunes à chercher du travail ailleurs. Le manque d'industrialisation limite les opportunités d'emploi, malgré les ports comme Brest ou Lorient. Les crises agricoles, les mauvaises récoltes et la concurrence étrangère fragilisent les campagnes. Et enfin, les politiques publiques de l'État centralisé retardent le développement économique des territoires ruraux comme la Bretagne. Au XIXe siècle, Paris se développe rapidement avec la construction de chemins de fer, d'usines et d'immeubles, créant une forte demande de travailleurs. Les Bretons qui viennent eux des campagnes sont recherchés parce qu'ils travaillent dur et qu'ils ont une certaine discipline. Beaucoup trouvent du travail dans le bâtiment, dans les transports et dans les services domestiques, tandis que d'autres ouvrent des commerces comme des crêperies. Et si certains cherchent juste une vie meilleure, d'autres sont contraints de partir à cause de la grande pauvreté en Bretagne. Paris devient ainsi une destination privilégiée pour les Bretons en quête de travail, bien que leurs témoignages révèlent à la fois des espoirs d'ascension sociale et des conditions de vie difficiles. Les familles désignent souvent un enfant pour partir à la recherche d'un emploi et pour ensuite envoyer de l'argent à la maison. Au XIXe et au XXe siècle, les Bretons arrivant à Paris bénéficient de solides réseaux de solidarité, comme des associations, des cercles et des paroisses, qui facilitaient leur intégration. Le bouche à oreille permettait de trouver un logement, un emploi et des contacts, et les foyers communautaires offraient un cadre rassurant.
Beaucoup arrivaient avec deux adresses en poche, celle d'un proche pour un hébergement temporaire et celle aussi de la paroisse bretonne, fondée en 1897 par l'abbé Cadic. Il y a aussi une autre institution des Bretons à Paris, c'est évidemment la Mission bretonne qui a été créée, elle, en 1947 par l'abbé Gautier et qui soutenait les arrivants vulnérables, en particulier les jeunes femmes et les hommes du milieu rural, en leur fournissant un logement, un emploi et un soutien moral pour préserver leur foi et leur culture. Ces organisations mettaient en garde contre les dangers de l'immigration, notamment la prostitution et l'exploitation. Le voyage vers Paris se faisait principalement en train et il était souvent long et marquait une transition brutale entre la Bretagne rurale et l'effervescence parisienne. À leur arrivée, les Bretons découvraient un environnement urbain très différent de ce qu'ils avaient connu en Bretagne, ce qui pouvait être un véritable choc culturel. Les Bretons s'installaient principalement dans des quartiers précis de la capitale, comme le 14e arrondissement, Montparnasse, Saint-Denis, ou encore même dans le quartier Pernetti, qui était même surnommé la Petite Bretagne. À l'arrivée, la priorité était de trouver un emploi si ce n'était pas déjà fait. Beaucoup débutaient donc comme domestiques, comme nourrices, concierges, ouvriers, chauffeurs de taxi, et il y avait également des emplois dans les crêperies, qui étaient devenus des lieux emblématiques de la présence bretonne à Paris. D'autres travaillaient sur les chantiers du métro ou encore sur l'exposition universelle. Les Bretons à Paris occupaient souvent des emplois précaires, mal payés, pénibles, dans des secteurs peu qualifiés. Et comme nous l'avons mentionné en introduction, en plus de ces conditions difficiles, ils subissaient des moqueries, des discriminations en raison de leur accent, de leur tenue ou encore de leur faible maîtrise du français. Et souvent, l'intégration se faisait au prix d'un douloureux effacement de leur identité bretonne. Certaines femmes, en grande détresse, finissaient même à la prison Saint-Lazare, où, en 1926, on a recensé 35% des détenues qui étaient bretonnes et qui avaient besoin d'un traducteur, souvent un prêtre, faute de parler français. Et souvent, ces femmes mouraient dans d'atroces conditions. Et même si c'était difficile, les Bretons à Paris ont su s'organiser à travers des associations, des journaux et des événements culturels pour préserver les traditions. Et deux courants principaux coexistaient, la mission bretonne, catholique et conservatrice, et les rouges, qui étaient des catholiques mais des communistes. Et il y avait même des événements improbables comme le pardon laïque qui était organisé le lundi de la Pentecôte à la Courneuve. Et les crêperies, les commerces et les lieux culturels comme Tijos ont renforcé la portée du revival breton en accueillant bien des artistes comme Glenmore, Servat, Stivell, Cécile Corbel ou encore Xavier Graal. Certains ont même réussi à s'imposer dans la société parisienne, prouvant que leur identité pouvait être une force. En 1900, on comptait déjà entre 115 000 et 130 000 Bretons à Paris, et aujourd'hui, il y aurait presque 1 million de personnes sur toute la région parisienne qui seraient d'origine bretonne. Avec le temps, l'assimilation s'est accentuée, entraînant un déclin des langues et un déracinement progressif. Les enfants de migrants désireux de s'identifier comme parisiens entraient souvent en conflit avec leurs parents, restés profondément attachés à la Bretagne. Cette perte de repères a poussé certaines associations à organiser le retour au pays de jeunes en quête d'identité. Dans les années 70, un renouveau culturel breton a vu le jour à Paris, porté par la musique, par les festenoz et par un militantisme actif. Ce mouvement a permis de raviver l'intérêt pour la langue et pour les traditions, en particulier grâce aux écoles d'Iwan, dont une a fonctionné à Paris jusqu'en 2015, avant de fermer faute d'élèves. Aujourd'hui, les cultures bretonnes tentent de rester bien vivantes dans la capitale et dans ses alentours, grâce à des associations dynamiques comme la Mission bretonne et aussi aux nombreux cercles celtiques implantés un peu partout. Il y avait également des journaux comme La Bretagne, Mission bretonne ou encore Warschau, rebaptisé par la suite Le Pays breton. On comprend pourquoi. En 1981, une émission bretonne commence à être diffusée sur Radio Pays avant que celle-ci ne ferme en 2015. Et bien décidément, c'était un coup dur pour les Bretons de Paris l'année 2015. Et puis aussi de nombreux artistes et de nombreux intellectuels comme Max Jacob ou encore André Breton se sont intéressés à la langue bretonne et prenaient même des cours à la Sorbonne. Incroyable. Comme quoi, tout est possible. Pendant que les femmes bretonnes, elles, apprenaient bain Ducas aux Beaux-Arts, et je parle évidemment de Jeanne Malivelle, pour ne citer qu'elle. Après une vie en région parisienne, de nombreux Bretons font le choix de rentrer au pays au moment de la retraite, tandis que d'autres, bien installés, préfèrent rester à Paris, tout en maintenant un lien fort avec la Bretagne. Souvent, on peut entendre qu'on se sent jamais autant breton que quand on part. Et bien aujourd'hui, de nombreux Bretons installés à Paris revendiquent fièrement une double identité entre racines bretonnes et vie parisienne. L'émigration n'a pas effacé cette identité, elle l'a juste transformée et adaptée à un nouvel environnement. Et puis finalement, le mélange ne serait-il pas ce qu'il y a de plus beau? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que j'ai certainement dû faire quelques omissions parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les Bretons à Paris. Et si vous souhaitez que j'aborde des sujets en particulier liés à l'immigration des Bretonnes et des Bretons vers Paris, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires.
On se retrouve vendredi prochain à 19h ici même. Alors finalement non, il n'y aura pas de vidéo vendredi prochain, mais je vous retrouve sans faute le vendredi d'après dans une vidéo où on parlera d'un grand méchant d'un conte de Perrault et on se demandera s'il ne serait pas breton par hasard. Et si vous avez une idée de qui ça peut bien être, eh ben je vous invite à écrire son nom dans les commentaires. Mais en attendant, je vous fais des bokeh et je vous dis à la prochaine.